Ok. Écoutez, très heureux de, non pas de vous voir parce que je vois personne. Voilà, mais on est bien là avec Françoise Janson, Christian Filatro, Nicolas César, himself. Qu'on remercie. Qu'on remercie. D'être avec Merci, nous. Président. Voilà. Juste, non pas rappeler un certain nombre de choses, mais je trouve très bien cette alliance santé-innovation dans la région. D'une certaine manière, on avait un peu anticipé une des observations de cette crise sanitaire, déficit dans les produits actifs des médicaments, ou plutôt dépendance à la Chine, massive, problème hospitalier bien entendu, où je parle sous le contrôle de Christian et de Françoise, les médecins ont repris un peu le pouvoir dans l'hôpital, hein, d'une certaine manière. On va y revenir. On va y revenir. Hein. Et puis, on a lancé un groupe de travail qui s'intègre évidemment dans cette alliance spécifique sur la reconquête technologique des principes actifs des médicaments ou des médicaments eux-mêmes. Avec des sauts technologiques et notamment dans la mise en contact qu'on a apporté entre les chimistes, les pharma d'une part, et mais peut-être y a-t-il d'autres entreprises, DRT. Vous savez que DRT est une très belle entreprise des Landes, une très grosse ETI, qui fait des bases de cosmétiques à partir de la résine des pins. Et qui est leader mondial dans le secteur, qui fait 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Voilà. Quelque chose de... Bon, je pense aussi à l'instrumentation médicale et bien entendu au problème de fonds propres des biotech, qui me semble être un point important parce qu'on invente beaucoup de nouvelles molécules ou beaucoup de nouveaux traitements, sauf qu'on n'a pas les fonds propres pour les transformer en entreprises et les mettre sur le marché. Alors, je ne sais pas si le monde d'après ressemblera au monde d'hier, mais en tout cas, en Nouvelle-Aquitaine, on va essayer de faire en sorte que le monde d'après, sur ce plan-là, ne corresponde pas au monde d'hier. Ensuite, bien entendu, et c'est Françoise qui regarde cela, on a tout le problème de la formation des métiers qui sont à la main de la région, infirmières, aides-soignantes, et de réfléchir aussi à une tendance, à mon avis, qui va être lourde, qui se passe beaucoup dans les pays d'Europe du Nord, à savoir le maintien à domicile des personnes âgées plutôt que les EHPAD. Les EHPAD dans les pays d'Europe du Nord, les places des EHPAD ont été quasiment divisées par deux. Donc, comment on met en place les auxiliaires de vie, comment on réfléchit. Je crois que Françoise, ça faisait partie de la mission El Khomri dans laquelle tu étais. Voilà. Il y a un peu tout cela. Moi, je suis très attentif à vos échanges et je passe le ballon à Christian Filatro. Bien. Bon, merci, je vous coupe la parole. C'est vous qui l'y animez. Oui. Merci, Monsieur le Président. Donc, on va... Je vais vous présenter Alain Rousset, président de la région Nouvelle-Aquitaine. On recommence à zéro. Quoi, voilà. Non, mais je vais faire une introduction rapide pour présenter un peu les enjeux. L'idée, évidemment, c'est d'évoquer les grands enjeux de la santé en Nouvelle-Aquitaine. Pourquoi? Parce que, évidemment, avec ce Covid-19, on a vu aussi les failles de nos systèmes de santé, les failles justement sur la production de médicaments de base aussi, on s'aperçoit qu'on est très dépendant de l'Inde et de la Chine. C'est pour ça qu'Alain Rousset justement souhaite aussi réindustrialiser et relocaliser un certain nombre de productions de ces médicaments sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine.
On l'a vu aussi, on a un écosystème dans l'e-santé assez important en Nouvelle-Aquitaine. On a vu l'importance au cours de cette crise sanitaire de la télémédecine, mais pas seulement. Des applications aussi qui ont pu être développées, notamment par Sim4Health ici à Bordeaux, pour former par exemple les médecins au traitement du Covid, qui évolue et qui a beaucoup évolué sur les dernières semaines, qui était quand même un virus assez compliqué à gérer pour le personnel hospitalier, parce qu'on ne savait pas grand-chose au début de cette crise. Donc l'idée, c'était de voir derrière, après cette crise, comment on rebondit, comment justement on s'appuie sur notre écosystème, puisqu'il faut savoir que 50% de l'informatique de santé en France est basée ici, en Nouvelle-Aquitaine, que ce soit en termes de chiffre d'affaires et d'emploi. Donc on a une vraie filière, on a à la fois des pépites, des startups, mais aussi des grands groupes comme Sanofi qui sont présents sur le territoire, des labos de recherche qui sont effectivement aussi très présents et très importants. Donc on a une vraie carte à jouer justement pour améliorer la médecine demain, améliorer justement la manière dont on va être soigné et transformer ça aussi demain en emploi à valeur ajoutée. Et c'est pour ça d'ailleurs que ce cluster justement Alliance Innovation Santé en Nouvelle-Aquitaine a été lancé le 18 juin 2020. Et ce cluster est présidé par quelqu'un de très connu dans le milieu hospitalier, c'est Christian Filatro, qui était aussi l'ancien président du TIC, du cluster TIC justement santé auparavant en Aquitaine. Donc l'idée, c'est de voir avec vous, Christian Filatro, quel est aujourd'hui l'écosystème justement dont on dispose de la région, quelles sont les missions afférentes à ce cluster et comment vous allez faire en sorte de structurer et de faire monter en puissance cet écosystème sur le territoire. Je vous donne la parole, donc je la prends. Oui, je trouve intéressant que ce webinaire se situe justement dans cette période où il y a convergence d'une gestion de crise sanitaire et la création d'Alicena. Si on revient 2 secondes sur la crise sanitaire, quelques instants sur la crise sanitaire, on peut dire qu'on est passé, vous l'avez déjà un peu esquissé, d'une gestion d'incertitude, incertitude sur les stratégies thérapeutiques, incertitude sur la prévention, incertitude sur les masques et l'usage des masques. Et peu à peu, ce qui est positif de cette incompréhension, de cette incertitude, on a cheminé dans ce pays sur la maîtrise des risques. Cette maîtrise des risques qui, effectivement, nous fait espérer, au stade où on en est aujourd'hui, nous fait espérer le fait qu'une deuxième vague serait probablement mieux jugulée que la première et que donc nous aurions sûrement, sur le plan organisationnel et thérapeutique, des apports positifs. Sachant que le président de la République l'a rappelé il y a encore quelques jours quand il était chez Sanofi dans la région, justement, dans le Rhône, c'est qu'on aura d'autres crises sanitaires. Bien sûr. Ce n'est malheureusement pas la dernière et donc il faut s'y préparer. Donc, on a aujourd'hui cette maîtrise des risques et puis de cette maîtrise des risques, on voit que dans toute crise, la crise est facteur de résolution de la crise. Et qu'on a donc dans ce concept même de crise, on a toujours la notion de risque et la notion de chance. Et je crois que Alicena résolument doit se positionner sur le vecteur opportunité, c'est-à-dire que incontestablement le monde, il y a eu un monde d'après, il y a eu un monde d'avant, assurément il y aura un monde d'après. Donc Alicena, c'est évidemment l'abréviation du nom du cluster, Alliance Innovation Santé en Nouvelle-Aquitaine. Et donc ces opportunités qui existent aujourd'hui, qui existent sur plusieurs domaines, il y a une réflexion aussi du modèle d'efficacité de l'État. Je crois que le président en parlerait mieux que moi, mais on a eu une gestion très jacobine au départ de cette crise. On a vu combien William Dabb l'a dit il n'y a pas très longtemps dans un interview sur Le Monde. Il faut que l'État soit jacobin et girondin et que donc ça a été repris par le président de la République avec le souci de donner davantage de marge de manœuvre, d'initiative dans le local. Si on revient
l'expression de Jacques Ellul, il faut penser global et agir local. Donc, il faut absolument que la réactivité, la souplesse permettent de gérer des crises de manière plus efficace. Quelles sont les leçons que vous tirez justement une des leçons est celle-là. C'est, je pense, la nécessité de pouvoir davantage donner de marge de manœuvre au local, parce que l'hétérogénéité est à l'œuvre. On a bien vu que il y avait malgré tout deux France dans cette crise sanitaire. Il y avait le Grand Ouest, qui, comme somme toute, le virus n'a pas circulé de manière importante au regard de ce qui s'est passé sur les zones rouges du Grand Est, de l'Île-de-France, voilà, de la Bourgogne et de Rhône-Alpes. Donc on peut imaginer qu'il y ait une réflexion sur comment développer des politiques de gestion de crise qui soient plus adaptées au territoire en fonction effectivement du rythme d'évolution ou de régression des pandémies. Et pour cela, effectivement, ça suppose que les régions, notamment, aient plus de marge de manœuvre qu'elles n'ont eu en la circonstance. Ça, c'est une première leçon. La deuxième leçon qui est très intéressante et qui renvoie aussi à une opportunité, c'est sur cette période de confinement et maintenant de déconfinement, et là je vais en revenir à des considérations de business, on se rend compte que là aussi il y a eu deux France. Il y a eu la France qui, et elle existe, celle qui s'est trouvée avec des phases de croissance, donc de chiffre d'affaires. Voilà. Ils ont augmenté le volume des affaires. Alors, je vais enfoncer une porte ouverte, mais la télémédecine, les plateformes de télémédecine, de téléconsultation, voilà, ont explosé. L'activité de téléconsultation a explosé. Et ça, c'est un formidable moyen pour lutter contre les déserts médicaux demain. Voilà, absolument. C'est la feuille de route de la région marquée la déprise médicale sur un certain nombre de territoires. C'est le terme utilisé dans la feuille de route de la région. Eh bien, on s'est rendu compte qu'à l'orée de cette crise, on est passé de 0,1% de téléconsultation par rapport au volume total des consultations sur le mois de mars à 20%. Qui montre bien que ce n'était pas dans les mœurs. À 28%. 28%. Et donc, on est passé à 900 000 téléconsultations. Bon, alors évidemment, il va y avoir un effet un peu régressif, le déconfinement venu, mais j'ose espérer que les pratiques, l'usage va perdurer parce que c'est effectivement la solution que nous prenons depuis très longtemps. La région et évidemment les clusters qui ont ça dans leur champ d'investissement, c'est un moyen de résoudre l'isolement à la fois dans le domaine sanitaire, dans le domaine social et médico-social. Et de faire face au manque de moyens aussi. Évidemment, et faire face au manque de moyens, notamment de moyens humains en matière de couverture médicale. Et la difficulté aussi, parce qu'on en parle quand même souvent, d'avoir des praticiens aussi sur ces territoires-là, parce que c'est quand même un problème, justement, avec plusieurs composantes, dont celle-là. Alors, j'ajouterais à la télémédecine par rapport à ceux qui ont beaucoup travaillé et qui ont créé effectivement du produit intérieur brut, d'une certaine manière. Il y a tout ce qui concerne, ça se sait un peu moins, ça, l'analyse et le traitement des données. Alors, le Covid et l'évolution du Covid, par rapport effectivement à sa maîtrise, à sa lutte contre le Covid, on a au moment du déconfinement, on a dit il faut qu'on puisse introduire un traitement des bases de données de santé personnelle qui fasse que ces bases de données de santé personnelle puissent nous apporter des indications, des indicateurs qui, en définitive, guident les politiques publiques en matière de prévention et justement de prévenir, voire de minorer complètement et d'éliminer complètement le risque justement d'une deuxième vague. Et là, il y a eu beaucoup de travail dans un certain nombre d'entreprises qui ont été spécialisées, bien sûr, dans l'analyse et le traitement des bases de données. Et c'est là qu'on peut faire des synergies entre la filière numérique qui est assez forte aussi dans la région et celle de la santé. Et autre élément, allez, j'en rajoute un dernier,
qui renvoie un peu à de l'économie de crise. Moi, je souhaiterais mettre en exergue ici un magnifique transfert de technologie et d'expérimentation à l'usage qui a été la convergence d'un besoin fortement exprimé par le CHU sur les valves trachéales à système clos, où à un moment donné, le service de réanimation médicale a tiré un peu la sonnette d'alarme sur la pénurie possible de ces valves que l'on change une fois par semaine sur les patients en réanimation. Et il leur fallait effectivement une solution technologique. Ils se sont tournés, donc le professeur Buy, le docteur Buy, pardon, le professeur Druson du CHU de Bordeaux, se sont tournés vers I2M, qui est en fait une société enfin un laboratoire plus exactement, qui est géré par Nicolas Perry. Et il y a eu une chose que je qualifie de magnifique, hein, en une semaine, la création d'un consortium, la création d'un prototype à partir effectivement de l'impression 3D. Et donc là, un vrai transfert de technologie en un temps infracourt sur la base d'un consortium réalisé en une journée. Et derrière, un prototype qui est passé à l'expérimentation à l'usage en réanimation médicale au bout de 9 jours. C'est ça que vous voulez aussi développer, faire émerger demain. Et ça, c'est parfaitement exemplaire, Nicolas. C'est parfaitement exemplaire de ce qu'on peut faire en situation de crise. Et ce qui est une chance, la crise devient un facteur de résolution de la crise. Dans cet exemple-là, c'est évident. Et je crois que si on avait un Graal au niveau de l'Alliance Innovation Santé, Nouvelle-Aquitaine, ce serait effectivement de pouvoir accélérer la production de valeur justement sur ces deux séquences fondamentales de finalisation d'un produit innovant, le transfert de technologie et l'expérimentation à l'usage. Voilà. Et ça c'est vraiment pour moi un objectif fort d'Alicea en termes de vraiment d'objectifs princeps. Voilà. Comment la région, alors juste pour finir là, sur cette partie, l'écosystème aujourd'hui santé et e-santé sur le territoire, c'est sur l'e-santé en tout cas, c'est 250 entreprises à peu près. Oui, c'est ce qu'on a effectivement avancé au moment de l'élaboration du communiqué de presse de la création d'Alicea. Ce sur quoi je voudrais insister, après avoir insisté sur l'effet d'aubaine post-Covid, je voudrais insister sur l'importance au niveau d'Alicea de l'approche territoriale. L'approche territoriale, elle est fondamentale. Nous avons une grande région qui s'appelle la Nouvelle-Aquitaine et c'est vrai que nous avions des ancrages territoriaux qui vivaient leur vie, mais dont on n'avait pas une vision globale et une vision fédérée. Avec Alicea, nous retrouvons des structures comme celle d'Indivolim, dont Gaël Champier est avec nous, là je l'ai aperçu, qui est dirigée par Gaël Champier, qui se situe à Limoges. On a le Technopole Grand Poitiers, qui effectivement, comme son nom l'indique, est à Poitiers. Nous avons effectivement les clusters bordelais. Et puis, on a une ambition, donc ça fait déjà un enracinement sur le nord de la région et fédérer quand même des structures qui sont en plus, ce qu'on a découvert en collaborant, qui sont en plus complémentaires. On y reviendra, mais il y a une vraie complémentarité naturelle. Et puis alors là, on a un volet ambition, puisqu'il y a toujours des zones non investies, je dirais. Et notre deuxième ambition, c'est évidemment de créer un enracinement, comme je viens de le dire, d'Alicea dans un temps de 2 ans. C'est un peu la feuille de route qu'on s'est fixée, avec une antenne sur La Rochelle et une antenne sur Bayonne. Et donc, une fois que nous aurons couvert ainsi le territoire, on aura cette cartographie d'Alicea qui nous permettra d'avoir une ambition régionale et non pas une ambition métropolitaine bordelaise, comme on pouvait peut-être nous le reprocher à un certain moment. Voilà, ça c'est la dimension territoriale. Qui existe aujourd'hui de fait de par les structures qui composent justement Alicea.
Président, c'est un thème qui vous est cher, justement, la décentralisation. Il mais faudrait qu'on laisse la parole. on va évidemment laisser la parole après, mais comment, concrètement, vous allez pouvoir soutenir, épauler tous les acteurs, justement, de la santé qui nous écoutent et qui, demain, justement, Ouais, vont essayer si vous, juste pour perturber votre agencement, le principe de la région, c'est de co-construire ses politiques publiques. Vous le savez, là, je sors d'une réunion sur l'aéronautique et il s'agit bien sûr avec vous de construire ces politiques publiques, d'accompagner les idées, les innovations, de désisoler les acteurs de la santé, qu'ils soient de la recherche, de la formation, des industriels qui existent, des hospitaliers, ou un peu comme on l'a fait déjà, et Christian en est un des animateurs, comment on a fait pour créer l'Oncosphère, le réseau autour du cancer. Donc, on se connaît pour la plupart. Et c'est à partir de cette co-construction, à partir d'appels à projets éventuels que la région peut faire, à partir de la recherche de crédits européens et de projets européens, parce que il n'est pas inutile de savoir qu'on peut proposer à l'Europe des pistes technologiques ou des pistes à partir de l'accompagnement au cas par cas, que ce soit des startups ou des entreprises de Limoges, d'autres parties de la région, de bien structurer les structures qui ne se parlaient pas auparavant. Les trois CHU ne se parlaient pas. La plupart des labos ne se parlaient pas. Et Françoise s'en souvient, et Christian aussi, quand j'ai réuni les startups, les labos, etc., les patrons de CHU, enfin les patrons de CHU, les directeurs administratifs des CHU ont râlé, notamment celui de Poitiers. Mais c'est à partir du moment où l'argent, où la région, c'est de son initiative et qu'elle met de l'argent sur la table, c'est moi le patron. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si on rebondit 2 secondes sur la gouvernance hospitalière qui a été abordée par Alain Rousset, je crois que la crise aussi, puisque j'en reviens aux aspects positifs en fait de la crise, c'est que la crise sur ce temps-là, a permis de décloisonner la décision de proximité dans les hôpitaux. En fait, ce qui a été à l'œuvre, c'est le décloisonnement, parce qu'en situation de crise, il faut effectivement avoir des modes de résolution, des modes de décision qui soient infracourts. Et donc, il y a eu, de ce fait, un décloisonnement et une approche plus collaborative, c'est une décision collégiale où les médecins, pour reprendre l'allusion tout à l'heure du président, ont eu ce sentiment de retrouver leur place sur les choix organisationnels. Et je crois que ça, c'est important. Et ça aussi, c'est effectivement une leçon de la crise. C'est crucial pour l'hôpital de demain. Voilà, c'est cette tendance naturelle au décloisonnement quand il faut gérer une situation de crise. Et c'est comme ça qu'on innove aussi, justement, en ouvrant davantage les CHU avec de l'open innovation, avec les startups, les PME, les ETI du territoire. D'un seul coup, on est en situation de crise et on se reparle parce qu'il faut se parler en situation de crise. Juste, Président, avant de donner la parole et de reprendre les questions de nos participants au webinaire, il est important de rappeler que vous avez mis en place 3 grandes actions à l'échelle régionale dans le domaine de la santé, justement. Une sur les équipements de protection individuelle et notamment les masques. Donc, il y a un travail aussi qui est fait en lien avec la filière textile, du cuir et luxe de la région. Il y a un autre groupe de travail qui a été lancé aussi sur les produits pharmaceutiques, dont vous avez parlé tout à l'heure, notamment c'est de relocaliser la production de principes actifs de médicaments sur le territoire et peut-être justement les biosourçant pour qu'on ait une véritable valeur ajoutée, parce que si on a délocalisé et fabriqué ça en Chine et en Inde, c'est essentiellement pour des raisons financières, mais pas seulement. Et c'est en biosourçant, en apportant une vraie valeur ajoutée, en travaillant peut-être avec DRT, spécialiste de la résine du pain et de ses dérivés, justement, qu'on va pouvoir avoir des médicaments qui seront plus écologiques aussi dans leur fabrication et qui permettront véritablement de se différencier, de les produire à nouveau en France.
Et enfin, la troisième action, justement, c'est sur tout ce qui est instrumentation et équipements médicaux. Et le but, justement, c'est de réunir tous les acteurs, justement, sur ces trois thématiques. Alors, d'abord, pour poser le paysage, quand même, hein. La région n'est pas comme un Länder allemand et n'a pas la responsabilité de la totalité de la santé. Ça ne nous empêche pas d'en parler et d'envoyer des messages. Moi, je n'ai pas de limite là-dessus. Hein, et on l'a montré avec les achats de pays et de masques pour les EHPAD et autres personnels de santé. C'est-à-dire que pour l'instant, il n'y a pas de limite de budget, en tout cas, pour soutenir. Non, mais on ne parle pas encore de budget. Mais il y aura une enveloppe conséquente. Donc il y a ce problème-là. Nous, on intervient sur le plan de la santé, vous le savez toutes et tous, sur 3 points. La recherche, massivement, qui est un peu original. Quand on crée le neurocampus, le campus neurologique sur le site de Pellegrin, c'est 80 millions d'euros. Quand on développe un certain nombre de labos et qu'on accompagne ces labos, alors là, c'était dans le domaine, plutôt dans le domaine de la neurologie, mais la région intervient sur les HU. C'est même elle qui a commencé à intervenir sur les HU de Michel Heidegger. Et nous intervenons à Poitiers, nous intervenons à Limoges. Je crois qu'il y a des projets de cardio, sur la cardio et la transplantation. Donc il y a cet aspect sur lequel moi je suis, avec l'Oncopole, extrêmement ambitieux. Deuxième point, la présence de la santé sur les territoires. Christian en parlait tout à l'heure, avec la l'e-santé, la télésanté, enfin, etc., tout ça là. Les maisons de santé pluridisciplinaires, mais ça, Françoise en parlera mieux que moi. Et puis les formations, sauf celles des médecins, de santé. Donc on intervient là-dessus. Maintenant, moi, je ne peux pas rester inactif face au fait que la gouvernance nationale n'ait pas été à la hauteur de la crise. Soit parce que parfois on a trop confiné, soit parce qu'on n'avait pas des lits, on n'avait pas. Je ne peux pas ne pas m'exprimer en tant que responsable public sur la crise de l'hôpital. Et je ne peux pas ne pas imaginer demain comment, Christian en parlait tout à l'heure sur la santé à distance, l'accompagnement d'un certain nombre de pathologies qui jusque-là mortelles deviennent des maladies au long cours. Je ne peux pas ne pas regarder les nouveaux médicaments qui vont venir, de mettre des fonds propres pour des start-up qui se développeraient sur de la biotech, mais en même temps les accompagner le plus loin possible. C'est tout ça qu'il faut. Et puis penser que la personne âgée, l'allongement de la durée de la vie, de créer un métier plus digne qu'il ne l'est aujourd'hui des auxiliaires de vie. Est-ce que vous voyez déjà des choses bouger entre l'État et la région? Non, pas du tout pour l'instant. Alors, dans les questions du public, on y a déjà beaucoup répondu. C'est pour ça que je ne les prenais pas tout de suite, parce qu'il y avait notamment une question sur quelle est la stratégie pour Alicena, quelles sont les actions concrètes pour contribuer justement au développement des entreprises du domaine de la santé en Nouvelle-Aquitaine. Comment la région compte-t-elle soutenir la filière des industries de santé, autre que par un apport financier, ce que vous venez d'évoquer, Président, et quels sont les projets en lien avec des acteurs du social, du médico-social et de la coordination des parcours des personnes fragiles au sens large? Sur cette dernière question, mais Françoise Janson répondra là sur cette partie-là, parce que ça fait partie de son... Parce qu'elle n'est pas dans l'écran. Tu n'es pas sur l'écran. Et ça, c'est l'innovation. Hein. Voilà. C'est l'improvisation. Non, je pense que l'improvisation positive. On a beaucoup à faire en matière d'R&D. On a beaucoup à faire en matière de mise sur le marché d'un certain nombre de produits nouveaux. Vous avez à Limoges une entreprise extraordinaire qui fait pas du traitement, mais de la détection précoce du cancer et qui est quasiment au bout de sa démarche. Vous avez au Pays Basque une entreprise dont j'oublie toujours le nom qui fait du rapprochement numérique entre
ce que font les hôpitaux, les cliniques, etc. sur le traitement du cancer et les populations. Sophia Genetics. Oui, tout à fait. Voilà, donc… il fait partie des 100 startups dans la santé les plus innovantes au monde, quand même. Il faut qu'on arrive à faire. Il faut qu'on arrive à faire, c'est à mettre tout ça en réseau et puis avancer ensemble. Mais je veux dire, la région prend l'initiative de structurer cela à l'échelle de la grande région. Après, le relais doit être pris. Nous allons l'accompagner. Si maintenant, Christian, Françoise, moi, on a des idées, on les soumettra. Hein. On a notamment sur le plan technologique avec le pôle laser optique, le problème de la protonthérapie. Comment mettons à la disposition du grand public un système assez extraordinaire de traitement du cancer par protonthérapie, avec un phénomène où on tape uniquement la tumeur sans tuer les tissus autour. Je profite de cette remarque sur le fait qu'évidemment, Alicena a déjà conclu le principe d'un partenariat, une convention de partenariat avec Alpha RLH. C'est le pôle de compétitivité sur le laser. Et que cette convention de partenariat Alpha RLH devrait se conclure à la rentrée, de telle manière à ce que Alicena puisse profiter de cette synergie avec le pôle optique dont vient de parler le président. Christian Filatro et François Janson, donc, qui est conseiller régional en charge de la santé. Quels sont les projets justement en lien avec les acteurs du social, du médico-social et de la coordination des parcours alors des personnes fragiles? Quels sont les projets que vous avez en cours là-dessus? Si on en revient à ce sujet, d'abord, il faut considérer qu'il y a plusieurs types de fragilité. On a parlé tout à l'heure de la déprise médicale et de l'isolement. Justement, la crise n'a fait qu'acutiser sur un temps donné ces phénomènes d'isolement. Et d'où effectivement le fait qu'il y a eu une prise de conscience au niveau du corps médical, notamment par rapport aux isolements liés au vieillissement, les isolements liés aux pathologies chroniques, qu'on ne pouvait plus suivre ces patients en les faisant venir quelque part. Et que donc c'est une des raisons pour lesquelles, sur le plan de la sécurité et de la continuité des soins, il y a eu ce développement massif de télémédecine et l'appropriation en accéléré par les professionnels de santé des outils de suivi à distance. Donc ça avait été noté, je le répète, dans la feuille de route santé de la région. On ne peut que forcer le trait aujourd'hui et continuer à forcer le trait sur cette nécessité d'utiliser la santé numérique comme outil de rupture de l'isolement des populations fragiles. Comment vous allez accélérer là-dessus, vous, François Janson, de votre côté, du côté région? Sur l'appui sur la santé numérique? Oui, et puis sur la coordination des parcours des personnes fragiles. Alors, ça, c'est un travail. Faire le lien, en fait, entre tous les acteurs de cet écosystème. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Alors, d'abord, il y a effectivement, il y a plusieurs acteurs. Il y a les patients, qui travaillent avec les associations. Il y a toutes les maisons de santé, effectivement, qu'on finance et avec lesquelles on travaille. Et puis, il y a toutes les entreprises de numérique. Je crois que la place de la région là-dedans et la façon dont on peut soutenir, c'est, comme on l'a fait depuis le début pour créer la feuille de route santé de la région, c'est réunir ces gens-là, les mettre ensemble pour qu'il y ait des projets qui puissent se construire et qui puissent travailler ensemble. On a un appel à manifestation d'intérêt qui s'appelle Territoire de santé du futur. On en a un autre sur la télémédecine. Et l'idée, ce sont bien des appels à manifestation d'intérêt, pas des appels à projets. Ça veut dire, venez nous voir avec des projets, on les travaille ensemble, et ensuite on vous aide à arriver à vos objectifs. C'est vraiment du bottom-up. On ne fait pas un appel à projet qu'on balance partout, on dit vous avez à rentrer dans les cases. Non, je pense que sur ces questions, qu'elles soient industrielles, qu'elles soient sanitaires, qu'elles soient préventives,
il faut qu'on fasse de la dentelle, parce qu'il n'y a pas un territoire qui ressemble à un autre. Parce que dans un territoire, il va y avoir une entreprise, il va y avoir un médecin dynamique sur tel sujet, il va y avoir de la télémédecine, il va y avoir du numérique, il va y avoir du haut débit ou pas encore. Donc effectivement, la façon dont on les aide, c'est ça, en travaillant avec les acteurs. Et en fait, on se rend compte qu'on est trop peu connus et que ces appels à manifestation d'intérêt sont trop peu connus, alors qu'on peut encore soutenir des gens et qu'on peut encore travailler avec eux. On les relaie dans le sud-ouest. Voilà, merci. Président. J'ajoute, juste pour l'information, que l'information soit complète, que nous sommes en train de couvrir toute la Nouvelle-Aquitaine de très haut débit partout. Ce qui est l'infrastructure de base. Ce qui est le préalable, évidemment, pour faire de la télémédecine. Sur le plan de relance, justement, régional, il y a une question, c'est comment aider les entreprises de l'e-santé et particulièrement les structures informatiques qui ont été exclues des dispositifs au niveau national? On a déjà beaucoup aidé dans l'histoire les entreprises d'e-santé, donc dans le cadre des dispositifs d'accompagnement de la région. Pas de... Et par rapport aux sous-traitants, parce qu'il y a également une inquiétude là-dessus, sur de quoi les sous-traitants de la filière santé, e-santé, comment on les aide, quelle est la stratégie justement pour les épauler? Je ne comprends pas bien ce sous-traitant, c'est quoi? Qui c'est qui a posé la question, qui veut la préciser? La question, que la personne soit là, mais la question, à mon avis, c'est quelle est la stratégie pour faire monter en puissance les sous-traitants de la filière et faire en sorte que demain, ils décrochent encore plus de marchés, qu'ils améliorent encore plus leurs compétences, leurs recherches, qu'ils innovent. La région, quand elle reçoit un dossier d'accompagnement, elle l'analyse. Et comme aujourd'hui, on va de plus en plus, la moitié de nos aides sont des aides à la R&D. Ensuite, ce sont des aides à l'automatisation, la formation, l'équipement. Voilà, donc le seul problème qu'il y a dans la sous-traitance, et on en parlait tout à l'heure pour l'aéronautique, c'est que les structures sont souvent trop petites, donc il faut les aider à grandir. C'est le sens de la question, à mon avis. Des PME et des ETI. Oui, parce qu'il y a une autre question dans le avec un vrai problème dans le domaine de la santé, qu'on connaît bien en particulier sur les pharma, c'est que le saut technologique pour arriver à des entreprises rentables il est énorme. Ouais. Le saut technologique et le saut financier. Bien sûr, oui. Alors justement, il y a une question là-dessus, c'est comment renforcer l'ancrage territorial des sociétés de biotechnologie et des acteurs de la médecine de demain sur le territoire? D'abord, il faut qu'on les connaisse bien tous. Il y a quelque chose de très basique. La force de la région, c'est de connaître parfaitement les entreprises de son territoire, les désisoler. C'est pour ça que Alice Pharma aussi est intéressée. Enfin, Alice c'est pour ça qu'il y a une vingtaine de clusters aussi dans la région. Ben oui, voilà. C'est à partir du moment où on désisole, on peut mieux se connaître, échanger des bonnes pratiques dans la gestion d'une entreprise et puis avoir des contacts qui vont bien. Parce que c'est comme ça qu'après, j'arbitre, moi, des politiques publiques à l'échelle de la région, qu'on va chercher les crédits européens et qu'on accompagne. Parce qu'à un moment donné, ça s'exprime en financement. Hein. Faut pas non plus. J'ajouterais que ceux qui, pour l'avoir vécu et géré, des entreprises intéressées pour venir s'implanter sur la région, je crois que l'élément qu'ils expriment comme étant attractif et positif au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, c'est le fait que lorsqu'il y a une demande de cette nature, d'implantation territoriale sur un territoire de Nouvelle-Aquitaine, c'est notre, je vais pas me mettre de la brosse à reluire, mais c'est notre réactivité et notre capacité à très vite se mettre en réseau pour répondre aux attentes de celui qui a une intention d'implantation sur la Nouvelle-Aquitaine. Ça peut aller depuis où, c'est-à-dire où je peux m'installer, donc l'implantation géographique, où là on travaille avec dans le réseau, on a je prends sur Bordeaux, University Bordeaux, où je peux incuber, on a effectivement des réseaux avec et on peut en 3-4 jours mettre autour d'une table toutes les structures qui sont capables de répondre aux questions inhérentes à une implantation. Et ça,
Ça, c'est un atout. C'est notre réactivité et la possibilité de donner très rapidement des réponses. Christian Oui. et Nicolas, je suis allé visiter récemment 2 entreprises à Guéret qu'on a aidé à se développer, à s'implanter. Une sur de nouveaux médicaments, une autre sur des tests. Donc là-dessus, c'est… Et juste un détail, une façon d'aider les entreprises, par exemple, sur le dispositif médical, il y a une vraie problématique de réglementation. Oui. Et c'est vrai, quand vous êtes une petite entreprise qui vient de démarrer, vous ne pouvez pas tout savoir tout d'un coup. Donc, il y a une action collective qui est menée actuellement par RDMNA, qui est Le réseau des le dispositifs Futurex médicaux. Cluster de dispositifs médicaux sur une action collective pour aider justement sur les réglementaires. Alors, pour ceux qui nous écoutent, quelles sont les choses à connaître, pas dans le détail évidemment, mais ce qu'il faut savoir sur la réglementation quand on s'implante dans ce secteur-là et sur le territoire? Ah, ça, c'est pas de notre responsabilité. Non, mais Non, mais c'est pas de… On peut servir de go-between, mais c'est pas de notre responsabilité. C'est-à-dire encore là, l'exercice, la région, elle a d'abord une compétence de développement économique, elle a une compétence de formation. Aujourd'hui, parce qu'on a bien vu pendant la crise les limites de la gestion par l'État centralisée de la santé, donc on commence à aller, on l'a commencé déjà depuis pas mal de temps. J'expliquais ce que nous avions fait sur le cancer avec des startups, avec des labos, avec les CHU, avec les cliniques, avec le centre de Bordeaux, Bergonier, avec Bergonier. Donc là, on met le doigt dans la porte. Mais oui, mais voilà. D'ailleurs, effectivement, ce n'est pas de la responsabilité de la région proprement dit, mais justement, mais c'est par contre, c'est dans le champ d'intervention d'Alicena demain. C'est-à-dire que dans Alicena demain et aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi je dis demain, Alicena aujourd'hui et demain intègre effectivement des compétences qui sont celles du réseau des dispositifs médicaux Nouvelle-Aquitaine et avec effectivement des permanents qui sont en mesure d'apporter tous les éléments sur la complexité réglementaire. Donc et on peut faire remonter ça à Paris par mon relais d'une certaine manière. Alors, je regardais aussi par rapport, parce que je suis gêné un peu parce qu'on a l'impression qu'il n'y a que nous qui parlons et il y a pas, enfin, il y avait les questions, mais c'est pas du tout, je fonctionne pas comme ça moi. Mais bon, il faut commencer. Mais après, par contre, si vous pouvez prendre la parole, c'est encore mieux et encore plus interactif. Donc, on vous invite à le faire. Surtout. On a la technique qui est avec nous et qui va faire le lien. Donc, surtout, n'hésitez pas, ce sera plus vivant et agréable pour tout le monde. Bon. Je veux dire, ce qu'il faut bien pour ceux qui ne me connaissent pas, ne nous connaissent pas, quand on crée une structure comme ça, cette structure, elle est faite par vous-même, pour vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire chacun y apporte aussi quelque chose. On ne vient pas simplement faire son marché. D'ailleurs, à ce propos, on va faire une feuille de route 2021-2022 et on va la co-construire avec des adhérents potentiels je vois qu'il y a par exemple. Comment ils peuvent y participer? Je vois qu'il y a par exemple une question. Quelle stratégie est envisagée pour la filière du rachis? Je ne sais pas. La stratégie sur la filière du rachis. Alors effectivement, il y a de l'instrumentation. Non, mais avec une par contre, qui s'appelle Striker. Oui, par contre, sur les dispositifs médicaux implantables, moi, c'est un peu ma marotte. Comment on reconquiert le savoir-faire technologique et l'industrialisation en travaillant avec les chirurgiens pour créer une production ici. C'est tout le problème de la reconquête. Il en est de même, je visitais une entreprise Stéris là, qui fait des tables d'op au Hayan. Et on a une entreprise en Corrèze qui fait des salles blanches pour les hôpitaux. Bon, il est évident que le rapprochement de ces deux entreprises est intéressant parce que ça permet de faire des propositions globales. Et les médecins spécialistes hospitaliers qui disposent pour parfois des prélèvements, parfois pour ceci et cela, et pour en avoir discuté avec eux, la plupart de cette instrumentation, elle vient du Mexique, elle vient de Chine, et c'est pas.
Donc, ça fait partie de ces opérations. Alors, il y a comment améliorer la relation publique-privée. Il y a deux problèmes à cet égard. Comment, au niveau des entreprises, il peut y avoir un accompagnement de la recherche, mais aussi comment, du côté du public, dans la commande publique, un hôpital refait, par exemple, ces salles de refait. Il est évident que si elle fait appel à du matériel allemand, c'est quand même un peu con, quoi. Et ça se passe souvent, hein, ça. Ben oui, Surtout Parce quand qu'il on est paraît que le matériel allemand ils existent. est plus performant. Il est plus cher. Il est plus cher. Donc, voilà. Ah, mais ça, les achats des hôpitaux, c'est un vrai sujet. Oui. Ah, ben, Mais les achats des hôpitaux, ils sont de plus en plus centralisés. D'abord au niveau des GHT. C'est des groupements d'achat. Oui. Non, mais toi, t'en viens donc. Et de plus en plus, les achats se font par groupements départementaux et par groupements nationaux. Merci, Président. On va poursuivre. Je vous laisse Vous, Pilatro et Françoise Janson en otage. Je ne sais pas si on sera aussi bon sur À le bientôt. industriel. Mais... Est-ce qu'on a des questions orales? Oui. Vous pouvez prendre des questions orales si vous voulez leur donner la parole. Oui, oui. Bah oui. On enverra des textos. Est-ce qu'on a des questions orales? Une question de Christophe Boutin sur les cours pour Alors, c'est une excellente question à laquelle je ne peux pas. Donc, Christophe Boutin est un interlocuteur suffisamment avisé pour effectivement connaître bien le contexte. Voilà, donc la question pour qu'on décode dans la simplicité, Digital Aquitaine dispose dans sa structuration du DOMEX X Santé Nouvelle-Aquitaine que j'animais jusqu'au 27 avril dernier. Et bien entendu, Christophe Boutin ne peut pas ignorer le fait qu'à l'ISENA va aussi prendre en compte les problématiques de la e-santé. On vient d'en parler à plusieurs reprises. Et donc la question qu'il pose est de savoir est-ce qu'on n'est pas sur un recoupement d'intérêts qui créerait je ne sais quelle cacophonie. Donc évidemment, notre souci et mon souci premier est de pas justement d'éviter cette cacophonie. Et que j'ai très clairement dit que de toute façon, voilà, j'ai très clairement dit à plusieurs reprises que les acteurs du monde de la santé, c'est-à-dire les industriels, je le rappelle, c'est quand même aussi un prisme large, les industriels, les unités de laboratoire et de recherche et d'enseignement, les professionnels de santé, les établissements de santé sont libres d'appartenir ou de ne pas appartenir à une structure. Donc, quand ils auront l'opportunité d'adhérer, ils auront l'opportunité d'adhérer à l'une ou à l'autre, voire aux deux entités que sont Digital Aquitaine et l'ISENA, en fonction de leur centre d'intérêt, leur stratégie à agir. Et que moi, je peux très bien concevoir qu'un acteur de santé qui a, à l'instant T, a des problématiques fortes de numérique et de technologie qui renvoient au numérique, il puisse avoir un intérêt à avoir une collaboration prioritaire avec la communauté numérique et donc venir naturellement dans Digital Aquitaine. Donc, à partir du moment où cette fenêtre existe, eh bien, elle est pertinente. Donc, pour moi, il y a de la pertinence. Mais s'il y a de la pertinence, il faut qu'il y ait aussi de la complémentarité. Et je l'ai dit dès ma désignation en tant que président de l'ISENA, je souhaite que nous ayons une convention de partenariat. Comme j'ai souhaité avoir une convention de partenariat avec Alpha RLH, je souhaite avoir une convention de partenariat avec Digital Aquitaine parce qu'il faut absolument éviter voilà, le risque de cacophonie. L'autre question. L'Aquitaine et les autres clusters numériques de la région d'ailleurs, puisqu'il y a trois clusters numériques sur la région. J'espère avoir répondu à Christophe. Qui peut prendre la parole, que ce soit par écrit ou à l'oral, s'il veut relancer. Merci Christian. Bon, parfait. Bon, tu peux me relancer si tu n'es pas satisfait. Hein.
Alors, une des questions aussi évidemment qui se pose derrière tout ça, c'est la compétitivité. C'est derrière comment on est compétitif, sachant que voilà, on est en compétition avec le monde entier, notamment les Américains, les sociétés américaines, les sociétés chinoises qui n'ont pas forcément les mêmes capacités à lever des fonds, qui peuvent en lever beaucoup plus que chez nous. Il y a notamment une question qui dit comment combler en 10 ans, combler 10 ans de retard sur les biotechnologies et s'adapter justement au modèle économique de demain. Je sais pas, tu veux répondre, Françoise? Mais être compétitif, c'est d'abord innover en premier. Hein. Voilà, être compétitif, c'est innover en premier. Donc, j'ai déjà répondu à cette question. Innover en premier. D'où le transfert de technologie qu'on évidemment, innover en premier, c'est accélérer sur la phase de production de valeur. Et donc si, c'est un objectif réel d'Alicena, c'est de pouvoir, lorsque la séquence intervient dans une entreprise de l'écosystème de la santé, parce qu'il y a une séquence où il faut. Parce que j'ai pu remarquer depuis 10 ans combien le lien entre les industriels dans leur phase de R&D et les unités de recherche académiques dont nous disposons n'est pas naturel. N'est pas naturel. Et l'inverse, c'est vrai aussi. Hein, les unités de recherche académiques ne s'adressent pas naturellement aux industriels. Donc il faut, le président parlait tout à l'heure de go-between, il faut presque un peu plus que du go-between, il faut quelquefois les prendre par la main. Presque forcer un peu la main. Et leur dire, il faut, on va vous réunir, on va vous mettre autour d'une table, parce que je pense que vous avez un axe de recherche qui est convergent. Voilà. Et après, il y a l'apprentissage, il y a l'expérimentation à l'usage. Oui. C'est-à-dire, si on veut commercialiser quelque chose, il faut qu'il y ait un vrai intérêt, qui répond effectivement à un besoin du système de santé et qui ne sert pas seulement à être vendu. Eh bien, il faut qu'il y ait l'expérimentation à l'usage. Il faut que le produit, avant sa commercialisation, dans l'immédiat amont de la commercialisation, il faut qu'il soit testé à l'usage. Il faut qu'il y ait un vrai terrain d'expérimentation. Voilà. Et ça, il faut du living lab. Voilà, parce que moi, je ne sais pas faire autrement. Ouais. Et je pense que, alors il y a Calexis hein, qui effectivement est une initiative aussi de la région, hein, implantée à Niort. Mais je pense que, et ce sera l'initiative de Calexis, mais je pense qu'il faut qu'il y ait des living labs sur les sites professionnels, c'est-à-dire où il y a des patients, où il y a des professionnels de santé. On a une question orale. Merci Gaël Champier. Bonsoir Gaël. On vous écoute et on vous voit. Alors, ce n'est pas une question de ma part. Moi, je trouvais qu'il y avait une question intéressante qui rejoignait un petit peu ce débat. Alors, le temps que je remonte en arrière pour la retrouver, c'est une question de Nicolas Roussel qui disait un des 6 programmes stratégiques. Pardon? Responsable de l'INRIA sur Bordeaux. Nicolas voilà, Roussel. qui a une question qui est très intéressante et qui peut montrer un petit peu comment peut fonctionner Alicena et que peut amener Alicena et ses partenaires, dont la question est un des 6 programmes stratégiques de la feuille de route santé de la région vise à faire émerger un pôle d'excellence en santé numérique. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Comment Alicena ou d'autres acteurs peuvent-ils les aider? Je peux compléter. Alors, je pense que Christian, tu es assez bien placé. Complète, et pour montrer pourquoi Nicolas va éclaircir sa question. Bon, je sais pas si vous me voyez ou si vous m'entendez. On t'entend très bien, Nicolas. Vas-y, on ne te voit pas, mais on t'entend. Ok, bon, je me bats avec les outils numériques comme tout bon informaticien, mais non, je peux compléter. Voilà. Bon, en tout cas, moi, je suis heureux d'être là et puis je suis content de ce que j'ai entendu. Mais c'est vrai qu'il y a quelque part une sorte de choses étranges entre le fait de dire il y a 50% de l'informatique de santé en France qui est en Nouvelle-Aquitaine, et puis on affiche au niveau régional qu'on veut développer effectivement un pôle d'excellence en santé numérique. Et donc la question c'est mais alors qu'est-ce qui nous manque en fait? Qu'est-ce qui nous manque et comment on va articuler les différents acteurs? Donc il y en a déjà qui ont été cités et là Alicena arrive. Comment on fait pour s'organiser pour arriver à créer ce pôle quoi? Alors d'abord je ferai juste une petite rectification et je laisserai la parole à Françoise. C'est 50% de l'informatique hospitalière, c'est-à-dire de l'informatique des systèmes d'information hospitaliers, ce qui est loin d'être
la e-santé et tout le numérique en santé. Donc, il faut savoir ramener à sa juste mesure le 50%. Voilà, je laisse la parole à Françoise. Après, créer un vrai pôle d'excellence qui était notre ambition, on l'a essayé, Nicolas. Souviens-toi qu'on a essayé de répondre à l'appel d'offres sur les pôles nationaux de e-santé qui étaient créés au début de… Et qu'est-ce qui a bloqué alors? On a fait un projet, il n'a pas été retenu. Alors, ceci dit, je pense que le projet et la base du projet, c'est un projet essentiellement universitaire quand même. Peut-être que ça ne correspondait pas exactement aux besoins. En tout cas, il me semble qu'il y a encore quelque chose qui manque, mais je peux me tromper, mais Alice peut le faire. C'est effectivement ce lien entre les chercheurs et les entreprises. Il y a le lien très fort et que tout le monde trouve assez spécifique à notre région, et pas qu'à Bordeaux, ça existe beaucoup à Bordeaux, entre les hospitaliers, les médecins et les informaticiens, grosso modo. Et on voit qu'il y a beaucoup de jeunes boîtes qui se sont créées comme ça. J'étais encore hier avec une boîte qui est en train de se créer, entre un psychiatre et un informaticien, donc il y en a beaucoup. Mais il y a moins ce lien, alors Nicolas, tu vas peut-être nous dire pourquoi, mais il y a moins ce lien avec les chercheurs, avec les universitaires. Comment est-ce que Alice peut arriver à progresser là-dedans et à essayer de faire un bond supplémentaire à la fois à ce domaine de l'informatique de santé, enfin du numérique en santé, et à l'attractivité de la région? Si Sophia Génétique s'est venue s'installer ici, c'est pas pour rien. C'est bien parce qu'il y avait des ressources, qu'ils voyaient qu'il y avait un écosystème, qu'ils voyaient qu'il y avait des chercheurs. Ils en ont pris quelques-uns au passage. Comment est-ce qu'on peut aller plus loin? Nous, on peut appuyer des rassemblements, on peut appuyer des regroupements, mais il faut qu'on travaille main dans la main avec Alice. Alors, je confirme un point que vient d'évoquer Françoise, c'est le fait que depuis 10 ans, où on est quand même, on pousse fort sur ce secteur-là de la santé numérique. L'idée première vient souvent d'un professionnel de santé, professeur d'université, praticien hospitalier, médecin spécialiste d'un centre de lutte contre le cancer. J'ai forcément quelques vécus en tête. Eh bien, et l'idée vient et je crois que si on a quelque chose à faire justement par rapport à ça, c'est tirer le fil de la pelote. C'est-à-dire, on a une idée. À un moment, on dit, mais effectivement, c'est souvent de dire, mais c'est tout bête, mais qu'est-ce que ça crée une plus-value, quoi. Donc, si on y arrive. Et donc, on tire le fil de la pelote et là, on accompagne parce que un médecin hospitalier, voire d'ailleurs ça peut être quelqu'un de l'URPS, des médecins libéraux, et donc on tire le fil de la pelote, c'est-à-dire on met en confrontation cette idée avec un industriel, avec un laboratoire et un laboratoire de recherche, avec l'INRIA, puisque c'est Nicolas Roussel qui pose la question, et je pense qu'on arrive ainsi à construire l'idée du consortium que j'évoquais tout à l'heure par rapport à la valve trachéale à système clos, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est un médecin qui dit, moi, je vais être en pénurie de dispositifs. Si j'ai pas mon dispositif, là, c'était pas de la e-santé. Mais si j'ai plus mon dispositif, si je suis en pénurie, je vais pas avoir de système clos et le patient qui est en réanimation, il va nous contaminer en soufflant en permanence dans le service de réa. Donc on est vraiment dans cette idée-là. Je pense que ça part. La santé numérique, l'idée est la bonne idée à 90%. Elle part du professionnel. Elle part du vécu du professionnel. Mais il y a aussi il y a un magnifique projet qu'on a vu émerger là pendant la MI Covid, qui est un projet qui est piloté par Rodolphe Thibault dans le Bordeaux Population Health, qui est un projet d'analyse des data globales qui sort de tous les hôpitaux et même plus largement. Ça, c'est un projet qui peut être magnifique aussi, non seulement en termes de recherche, mais dans tous les sens de la recherche et pour toutes les entreprises. Je veux dire, on a vraiment des pépites. Quelque part, on a encore des progrès à faire en termes de liens. Je vois dans le fil là, des réponses et des questions aussi que certains font remarquer que ça coûte quand même très cher de mettre des
nouveaux produits, des innovations aussi sur le marché. Comment on Dans les quel accompagne? domaine? La Dans les personne, pharma? Ah, oui, j'ai vu aussi, oui. Ah, si Sylvie est là, Sylvie est prioritaire. Oui, Bonjour. excusez-moi. Bonjour Sylvie. Alors, non, mais il n'y a pas de souci. Bon, vous voyez, j'ai pas eu le temps d'aller voir un coiffeur. Je vous prie de m'en excuser. Moi non plus. Moi non plus. Moi non Il n'y a plus. que Nicolas qui a Faut que j'y réussi. aille, moi. Mais bon, c'est prochainement. Non, je voulais juste prendre la parole très rapidement parce que je trouve que l'échange est très beau. Et que je pense qu'il y a un dynamisme dans la région qui est fort. Alors moi, je suis très active sur Poitiers, mais je me bats toujours pour la santé et je trouve qu'il y a un bel élan. Il y a de belles choses à faire. Je trouve le débat super intéressant. Je vais parler côté industriel, hein, si je peux me permettre. Ce que j'ai pu vivre et ce que je vois là dans les chats, j'ai l'impression que beaucoup de personnes ont envie de fédérer. On a vécu des moments particuliers et il y a plein de choses et que on peut débattre sur tout à chacun sur nos envies de faire. J'entends que la région a envie de nous aider et j'en suis ravie, très honnêtement, parce que c'est ça. Mais je pense que nous dernièrement on a participé à un projet européen où Suzanne nous a poussé et j'ai fait du mieux. Pour soumettre, et je remercie l'ENSAM de Bordeaux qui a fédéré ce projet à l'échelle européenne. Mais d'un autre côté, je pense qu'il y a pas mal de sujets aussi, et je vais représenter peut-être des industriels qui réagiront, mais le problème qu'on a pu vivre là au cours des derniers mois pour certains d'entre nous, c'est qu'ils ont voulu muter dans la santé, super, on en avait grandement besoin, mais il faut qu'on arrive aussi à trouver des moyens pour qu'on rebondisse dans des situations d'urgence pour lever les leviers réglementaires où là, on aurait besoin d'un lycénat qui pourrait nous aider énormément. Ça va fédérer des choses, je suis complètement d'accord. Moi, je découvre plein de choses tous les jours sur la région où des personnes ont envie d'y aller. Mais d'un autre côté, comment, j'ai envie de dire, ces structures pourraient nous aider aussi avec les cliniciens, avec l'universitaire pour qu'on arrive à consolider des données qui nous permettent d'aller plus vite sur le marché. Voilà, c'est juste que je voulais prendre la parole parce que je pense qu'il y a plein d'envie derrière le message que vous passez. Je vous remercie de lancer cette visio. Mais comment on peut arriver à bâtir autour de ça? Et là, je lance un débat ouvert, mais je trouve que ce serait intéressant qu'on partage et que tout le monde puisse dire qui a envie d'y aller, comment on peut y aller. Certes, il y a les politiques, certes, il y a les hôpitaux, certes, il y a les universitaires, mais comment on se dit, on imagine une crise qui revienne dans quelques mois ou dans quelques années et comment on peut bâtir ensemble. Voilà, je me tais. Désolée. Ouais, merci beaucoup. Non, merci. Mais Sylvie, Mais bon, oui. là, je pense que cette question des contraintes réglementaires, elle est capitale. Je discutais l'autre jour avec Bernard Bégaud à la suite de son livre sur le médicament. Et il y a un vrai travail. Enfin, je pense qu'effectivement, ça peut être un vrai sujet de travail. Alors, c'est pas diminuer la qualité, mais c'est enlever tout ce qui dans la réglementation fait qu'on perd du temps sans améliorer la qualité. Je pense que on est bien clair là-dessus. Hein. C'est pas diminuer les exigences, bien sûr, de qualité pour les. Alors, est-ce qu'il faut faire des courriers? Est-ce qu'il faut proposer des organisations, qu'elles soient régionales ou nationales ou européennes? Est-ce que mais c'est indispensable. Ou est-ce qu'il faut une cellule d'appui spécifiquement sur ces questions-là? On voit que c'est un blocage pour les médicaments, on voit que c'est un blocage pour les DM, puisque Bébron, c'est plutôt les DM. Je ne sais pas si… Non, mais je pense qu'effectivement, elle l'a évoqué d'ailleurs, Sylvie, tout à l'heure, on se situe aussi beaucoup sur des problématiques européennes, parce que la réglementation, elle est quand même de plus en plus… On connaît ça à la région. Oui, quelquefois, les Français sont beaucoup plus tatillons que les Européens. Et qu'avoir des projets européens, c'est un élément, moi, que j'ai retenu par rapport aux missions d'Alisna. Alisna a vocation, évidemment, à développer une dimension européenne. L'idée, c'est de fédérer des acteurs autour d'un même projet pour récolter des subventions européennes. Voilà, on l'a fait pas assez, mais on l'a fait en transfrontalier avec Scandinavar. Je
pense qu'il faut continuer à développer ça. Je dirais que dans la crise du Covid aussi, on a fait du transfrontalier à l'arrache. Le Grand Est entre le Luxembourg, l'Allemagne, et on a vu que la solidarité, elle pouvait aussi être transfrontalière dans des activités cliniques de crise. Je pense qu'on peut aussi développer des activités d'innovation et de recherche en transfrontalier, et en particulier entre la Nouvelle-Aquitaine, le Euskadi et la Navarre, puisqu'on a déjà quelque chose de structuré là-dessus. Et puis, ça m'ouvre la porte aussi, au-delà du transfrontalier, sur la lisibilité de l'Alliance Innovation Santé Nouvelle-Aquitaine à l'international, et le fait qu'il y aura quand même un volet, ce ne sera pas le volet majeur, mais il y aura un volet quand même international. On a créé des liens depuis plusieurs années avec le Québec, avec Montréal. Et de ce domaine-là, il faut aussi qu'on développe. On s'était trouvé beaucoup de similitudes, à la fois sur le plan de nos priorités d'évolution de santé, et nos priorités et des problématiques de vieillissement et de pathologies chroniques qui sont semblables. J'arrête. Il y a peut-être une intervention. Non, mais si Plumet veut piloter un groupe de travail, réglementation, pour essayer de trouver des idées, avec d'autres clusters, peut-être d'autres régions, on porte ce sujet-là. Le président les portera avec elle, en tout cas. Mais Madame Janson, je rebondis immédiatement, et j'ai voulu chatter parce que je vous cache pas que, comment vous dire, moi, je pense que vous me connaissez, et voilà, et je suis persuadée d'une chose, c'est qu'il y a des compétences multiples dans la région, et c'est ce que j'ai mis. Et si on y va tous, et qu'on peut avancer et démontrer qu'on consolide, comme vous l'avez justement dit, on ne va pas au détriment des patients, quoi. Ce sont des valeurs que moi j'ai en tout cas, mais je pense qu'on a des compétences très multiples et on peut faire une énorme différence. Et à l'évidence, je serais ravie de pouvoir y participer dans mon engagement citoyen. Voilà. C'est très bien. Merci. Christophe Grosset, on vous écoute et on vous voit. Oui, bonjour. Donc, je suis Christophe Grosset, je suis directeur de recherche à l'INSERM. Je dirige une équipe de recherche. C'est la seule sur la région Nouvelle-Aquitaine à travailler sur les tumeurs solides de l'enfant. Donc, on a parlé d'industriels. Les industries, voilà, on a parlé de liens chercheurs industriels. Dans ce domaine-là de la cancérologie pédiatrique, il faut être clair, ça n'intéresse pas les industriels de développer des nouveaux médicaments ou des médicaments qui soient utilisables chez l'enfant, tout simplement, et ça je le comprends, la population et la rareté de la maladie fait que c'est pas un bon investissement. Par contre, une chose importante, c'est que moi en tant que chercheur, moi je suis toujours extrêmement ouvert à discuter avec des industriels sur différents aspects. Là, j'ai un projet en ce moment avec de l'imagerie et avec l'INRIA en modélisation mathématique autour du cancer qui est plutôt prometteur. Donc, vous voyez, on peut s'ouvrir à d'autres thématiques. Par contre, ce qui nous manque un peu, les chercheurs, c'est du temps. C'est du temps, et encore, moi, je ne donne que très peu de cours à l'université. C'est du temps parce qu'on passe énormément de temps sur le côté administratif. Gérer une équipe de recherche, c'est comme une entreprise. On a des budgets de 400 à 450 000 euros par an. Donc, c'est une mini-entreprise. Et puis, on passe notre temps à chercher des moyens financiers, il faut le dire. Voilà. Donc, dégager du temps pour les chercheurs, oui, sachant que nous, notre évaluation, elle se base sur les publications scientifiques uniquement. Assez peu sur les liens avec les autres partenaires, qui soient industriels ou académiques. Voilà, ça c'était un aspect. L'autre aspect que je voulais dire, c'est que des médicaments anticancéreux, il y en a des centaines, avec autorisation de mise sur le marché, sauf que on ne sait pas forcément sur quelle tumeur ça va fonctionner et quel patient peut en bénéficier. Et là, il y a ce qu'on appelle le repositionnement de médicaments. C'est quelque chose qui n'est pas forcément favorisé par les entreprises parce qu'il n'y a pas d'investissement, et la vente du médicament, surtout s'il a un certain âge, est peut-être moins rentable, mais on a quand même un gros bénéfice au niveau des patients, c'est la rapidité de mise à disposition du traitement pour les nouveaux patients, et en particulier pour les enfants.
Je vous rejoins évidemment sur la recherche en cancérologie pédiatrique. Hein. Elle vit essentiellement sur le financement de la recherche publique et je dirais un peu tout ce qui tourne autour du caritatif. Voilà, vous me l'enlevez. Donc 50% de mon budget. Bien sûr. Mais ça, je pense que malheureusement, ça, c'est structurel pour les raisons que vous avez évoquées et qu'on peut guère en sortir. Et donc l'accompagnement se fait effectivement par des filières publiques. Bon, voilà, je ne vais pas découvrir la Lune sur un sujet comme celui-là. Non, mais je pense que par contre, si je peux me permettre de réagir, je pense qu'il y a des industriels du médicament qui ont des centaines de molécules disponibles dans leur tiroir. Et s'ils se tournaient vers des équipes comme nous, on pourrait les tester. On a des modèles expérimentaux pour tester ces molécules et voir si elles peuvent avoir un bénéfice sur certaines tumeurs de l'enfant, sur certaines tumeurs solides. Donc voilà, sur une logique d'extension d'indication en fait. Je parle de partenariat dans le sens où quand même c'est bien aussi pour les. Il y a un avantage pour les industriels à pouvoir positionner aussi des médicaments en cancérologie pédiatrique, c'est qu'ils peuvent étendre leur exclusivité. C'est ça, une extension d'indication. Un certain nombre d'années. Voilà, il y a des leviers qui sont connus. Merci, je voulais juste rajouter une précision à ce témoignage intéressant. Je rappelle quand même que l'une des missions justement que l'on veut autour d'Alisna, c'est celle-ci. C'est là où les liens sont difficiles entre les laboratoires de recherche, les startups et les pharma. Le rôle d'Alisna va être justement auprès de ces animateurs d'identifier les projets intéressants et de créer ces liens. Vous dites clairement que c'est compliqué pour vous, que vous n'avez pas le temps de créer ces liens parce que vous devez faire vos recherches, vous devez chercher les financements. Eh bien justement, n'hésitez pas, encore une fois, c'est l'un des rôles et l'une des missions que l'on a mis dans la feuille de route, c'est justement d'aller connaître vos projets, d'aller connaître vos recherches et d'être capable d'identifier quels sont les liens possibles avec les acteurs économiques pour vous aider justement à identifier ces partenariats possibles. Donc, je pensais que c'était important de souligner un petit peu ce point-là. Et plus globalement, la diversité de la région avec le conseil régional ont lancé un très beau projet de réseau régional de recherche qui s'appelle l'Oncosphère, qui est certainement un outil très important dans ce cadre-là, parce qu'on s'est aperçu qu'en recherche, finalement, contrairement à ce qu'on croyait, on était très fort en Nouvelle-Aquitaine, y compris dans le cancer de l'enfant, et que fédérer les équipes de recherche de toute la région permet d'abord de trouver effectivement des points d'expertise, de compétences, de partenariat, et de faire ce lien ensuite avec le cluster. Donc, il faut sans doute impérativement que l'Oncosphère se rapproche aussi d'Alice sur ce genre de sujet. Vous avez été, à titre personnel, par rapport à votre unité INSERM, interpellé par l'Oncosphère, j'imagine, quand même? Oui, j'en fais partie. Je me suis inscrit, je fais partie de l'Oncosphère. Nous sommes une des 11 équipes de la future unité cancer INSERM sur laquelle nous travaillons depuis 1 an et demi avec Frédéric Saltel. Donc non, on fait partie, bien sûr, intégrante de ce projet. Je rappelle à tous les participants de ce webinaire que Gaël Champier, qui est intervenu il y a quelques instants, est le vice-président d'Alicena. Voilà. On va laisser parler Nicolas un peu vite. Ouais. C'est surtout les. C'était pas la peine de c'était une des missions que l'on avait mis dans la feuille de route à l'ISNA, parce que ce rôle-là est très important, comme ça vient d'être souligné. Est-ce qu'il y a d'autres questions en direct? Sinon, moi, j'en ai une. Sinon, on passe la parole à Françoise Janson, le temps que vous réfléchissiez à d'autres questions. J'ai vu que la France voulait relocaliser toutes les chaînes de production du paracétamol d'ici 3 ans. Voilà, dans les 3 ans. Alors, est-ce que UPSA est en ligne? Ça m'inspire qu'on a quand même une belle entreprise sur la région qui s'appelle UPSA, qui fait du paracétamol. Oui, et qui a failli partir. Qui a failli partir, où il y a régulièrement. Alors, il y a toute cette question en plus de ces molécules, mais je pense que tous les gens qui nous entendent le savent, de ces molécules essentielles qui sont des vieilles molécules qu'on connaît parfaitement. Donc, l'avantage, c'est qu'on connaît les avantages et les inconvénients de ces molécules et qui sont devenues, finalement, dont le prix n'a pas bougé quasiment depuis
elles existent, et ce qui fait qu'elles deviennent absolument plus rentables ici en France ou des entreprises. En tout cas, pas suffisamment rentables pour les grandes pharma. Donc, il y a un vrai travail à faire sur la refabrication des éléments de base. Et ça vous paraît crédible ou pas? Quelles sont les conditions pour que ça fonctionne? Il y a plusieurs conditions. Il y a beaucoup d'effets d'annonce aussi dans les plans. Ouais. Hein. En tout cas, nous, on serait très heureux de pouvoir aider ça. Il y a une condition d'innovation qui est majeure. Parce que si ces éléments de base des médicaments sont fabriqués ailleurs, c'est pour des raisons financières, ça peut être aussi pour des raisons écologiques. Absolument. Et l'idée, je crois que le président ne l'a pas dit tout à l'heure, mais l'idée dans la relocalisation de ces fabrications, c'est aussi de faire un saut technologique. Il y a le biosourcé, et puis il y a un saut technologique qui permet effectivement de fabriquer ces bases sans qu'il y ait un problème écologique, parce qu'on sait très bien ce qu'il faut rappeler, c'est de la chimie. Et ce sont des sites Céveso. Souvent, c'est des sites Céveso. Donc, la recherche, une fois de plus, les besoins. Alors là, le besoin en paracétamol, c'est quand même une des molécules les plus vendues en France. Et il y a d'autres molécules. Hein. Alors, pour l'instant, on n'a pas eu de rupture de médicaments en paracétamol. Il ne faudrait pas qu'on en ait, parce que c'est vraiment l'antalgique de base qui traite tout le monde. Il y en a eu dans d'autres domaines. Et c'est vrai que c'est très important de pouvoir réfléchir à comment est-ce qu'on fabrique ces molécules ici. Mais c'est vrai qu'il y a ces deux contraintes, financières et écologiques. Mais les industriels disent aussi que, par exemple, si je reprends l'exemple du paracétamol, mais des médicaments de base de manière générale, c'est que pour les relocaliser en France, il faut aussi qu'il y ait une prime au Made in France, et notamment que derrière, ils soient mieux remboursés pour qu'ils soient rentables. Oui, tout à fait, mais tout ça, c'est des négociations à ce moment-là à avoir avec Nicolas Revel, avec la sécurité sociale. Oui. Mais on pourrait imaginer à un moment de mieux rembourser ces médicaments et de rembourser peut-être un peu moins des médicaments qui sont à des sommes monstrueuses, même quand ils ont été fabriqués initialement en France, n'est-ce pas? Et qui sont à 4 000 € l'injection, etc. Et peut-être que la négociation avec les industriels de la pharma peut-être se déplacer. Oui, ça veut dire que c'est pas forcément que tout la Sécu obligatoirement, mais il y a peut-être une manière de répartir. La France est quand même un beau pays pour les industriels. J'ajouterais sur ce thème qui est devenu majeur, hein, de la relocalisation industrielle des produits stratégiques hein, sur le plan de la santé. Je rajouterais que je pense que c'est aussi un sujet européen. Ah ben c'est bien sûr un sujet européen. Et que c'est avant tout un sujet européen. Non, mais c'est un sujet régional sur l'industrie et qu'il faut et qu'on a découvert il n'y a pas très longtemps. Ça m'a fait sourire. On a découvert que l'Union européenne n'avait pas de volet santé dans sa politique. Ouais, donc voilà. Alors qu'on n'a pas. Voilà. Moi, je n'ai pas arrêté de crier depuis le début qu'il n'y avait pas d'Europe blanche. J'appelais ça l'Europe blanche. Et on découvre le fait qu'il faut un volet santé. Et donc ça, c'est très bien, mais je crois qu'il faut qu'il y ait une politique européenne forte pour qu'on puisse relocaliser dans l'innovation en Nouvelle-Aquitaine. Mais il faut une politique européenne forte. Antoine Vidot, oui. du Conseil régional. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Je me permets de rebondir justement sur votre remarque. Moi, je travaille pour le Conseil régional au sein du pôle Europe et je suis basé en permanence à Bruxelles. Et donc, je suis un peu toutes les questions. Alors, effectivement, la santé n'est pas une compétence clé de l'Union européenne. C'est pour ça qu'on avait l'impression qu'il y avait peu d'actions, mais c'est aussi parce que les États ne lui ont pas donné ces compétences. Bien sûr. Bien sûr. Et donc, évidemment, avec la crise, le soutien est renforcé. La démarche a été initiée un peu avant, mais évidemment, elle va être renforcée. Et je mentionne juste rapidement la stratégie pharmaceutique européenne qui devrait être publiée d'ici la fin de l'année pour élaborer cette stratégie. La Commission a lancé une consultation publique à laquelle tous les acteurs peuvent participer. Donc n'hésitez pas aussi à faire remonter vos messages dans ce cadre-là. Et nous, au niveau de la région, on y travaille aussi. Merci de cette précision. C'est intéressant d'entendre aussi Sanofi sur ce qu'on évoquait par rapport Charlotte au paracétamol, à la relocalisation sur le territoire français. Je sais pas, Charlotte. Oui, bonsoir. Est-ce que je dis des bêtises? Non, pas du tout. Je pense que vous avez tous raison. C'est-à-dire que
Oui. C'est Sanofi, hein. Je précise pour ceux qui nous écoutent. Hein. L'enjeu, par exemple, pour un paracétamol, en pharmacie, il coûte 1,94 €. Donc, vous comprenez bien que le coût de revient d'un médicament comme ça, avec les charges sociales en France, c'est un peu compliqué, notamment sur la partie chimie. Après, que ce soit pour UPSA ou pour Sanofi, c'est des médicaments qui... On t'écoute. On vous écoute. Hein. Après, sur ce produit-là, Doliprane ou Efferalgan, Dafalgan, ils sont produits en France, c'est simplement la matière première qui est achetée à l'étranger, soit en Chine, soit aux États-Unis, soit en Inde. Donc après, oui, c'est un sujet européen. Je pense que c'est illusoire d'être complètement indépendant sur l'ensemble des produits. Pour moi, ce qui est important, c'est la souveraineté. Et c'est quoi la souveraineté? C'est d'avoir le contrôle de toute la chaîne, d'avoir la connaissance et le contrôle de la chaîne qui est soit nationale, mais peut aussi être internationale. Et donc, c'est d'avoir le contrôle de la chaîne. Et typiquement là, pendant la crise où le paracétamol a été le traitement, le seul, a priori, à ce jour, malheureusement, mais il n'y a pas eu de rupture. Donc, ça prouve bien que tant UPSA que Sanofi, on a bien la maîtrise de la chaîne de production de la matière première jusqu'à la délivrance aux pharmaciens, même si la matière première n'est pas en France. Est-ce qu'on pourra rapatrier la production chimique du paracétamol en France? Je ne sais pas. Après, il n'y a pas eu de rupture sur ces médicaments-là. Donc, c'est de discerner le côté être complètement indépendant et pouvoir produire en autarcie ou maîtriser toute la chaîne de fabrication du médicament et assurer l'accès aux médicaments des citoyens français. Et ce délai de 3 ans vous paraît-il crédible? Je ne sais pas. Là, je ne sais pas. Est-ce que UPSA est là également? Est-ce qu'on a des représentants d'UPSA? Non. Pour en revenir à la rareté qu'évoquait Charlotte Macher à l'instant, c'est vrai par contre, on ressent encore aujourd'hui une certaine rareté sur les produits anesthésiants. On a parlé du curare. Et c'est vrai que la relance de l'activité chirurgicale programmée, on le dit à bas bruit, mais est quand même limitée par un approvisionnement minoré sur les produits anesthésiants et le curare. Et là, on est vraiment sur un produit stratégique. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, je voulais parler de la prévention. C'est un volet important. On n'en a pas parlé et c'est un des volets sur lequel je pense que, d'ailleurs, il fait aussi, bien sûr, c'est le 4e chapitre de la feuille de route du Conseil régional en santé. Et puis ça évite de creuser le déficit aussi. Voilà, prévention et santé publique. Je crois que c'est aussi un domaine sur lequel Alisna a vocation à être acteur et à créer une dynamique. On a aujourd'hui, on s'est dit pôle de compétences, mais alors pour le coup, en prévention et santé publique, on peut vraiment dire haut et fort qu'on est un vrai pôle de compétences sur ce domaine-là, avec notamment les acteurs de l'ISPED. Et on a aujourd'hui une chaire prévention santé publique. Et je pense qu'on peut développer. Alors là, ça relève du domaine de la recherche dans un premier temps en santé publique. C'est afficher le fait que les politiques publiques de prévention doivent être territorialisées. C'est-à-dire que, je m'explique en 2 mots, les priorités de prévention et de santé publique ne sont pas les mêmes, et je ne mets pas de jugement de valeur, ne sont pas les mêmes dans le Haut-de-France, le très Haut-de-France, et en Lot-et-Garonne et dans les Landes. Et que si on veut arrêter de faire de la prévention information qui n'enracine pas des bonnes pratiques et des bons comportements de santé publique, il faut faire de la recherche populationnelle. Et cette recherche populationnelle sur les comportements sociaux,
nutritionnels, qui font la culture culturelle, qui font que comment on s'alimente, comment on vit. Et ça, c'est de la recherche populationnelle. Et si on veut faire de la recherche populationnelle, c'est pourquoi? C'est pas pour faire la recherche populationnelle et faire des publications. C'est parce que cette recherche populationnelle, elle doit devenir le guide des politiques publiques en matière de prévention. Et ces politiques publiques en matière de prévention, elles doivent être territorialisées parce que on n'a pas les mêmes priorités, on n'a pas les mêmes fléaux même, on n'a pas les mêmes fléaux sociaux, je dirais, en Nouvelle-Aquitaine qu'en Hauts-de-France. Et je ne mets pas en opposition ces deux régions, bien entendu. C'est essentiellement pour me faire comprendre. Et donc, si on a quelque chose à faire en Nouvelle-Aquitaine de ce point de vue-là, il faut accompagner la recherche publique en santé publique et en prévention pour pouvoir ancrer dans nos territoires, l'adapter au mieux aux besoins du territoire. Ancrer dans nos territoires des pratiques qui font que les gens auront une véritable amélioration de l'état sanitaire de la population. Tout le monde sait aujourd'hui que le delta d'amélioration de l'état sanitaire de la population, il relève de la prévention. Et donc, on ne peut pas occulter ce domaine. Voilà, c'est un message que je voulais faire passer. C'est-à-dire que c'est déjà le cas. L'ARS fait en principe un schéma régional de santé. Mais c'est vrai que quand le jour où l'ARS sera piloté par le président de région, ça sera peut-être encore plus adapté. Tu cherches des coups. Je profite de ce qu'il y a de moins en moins de monde pour faire passer un message politique. Qu'est-ce qui va changer dans la feuille de route santé de la région, justement, après le Covid? Qu'est-ce que ça change dans la feuille de route que vous aviez établie auparavant? Ça change que déjà, il faut qu'on en fasse un petit peu rapidement ce qu'on est en train de faire, le bilan vis-à-vis de ce qui s'est passé et du Covid. Et puis, et on aurait fait de toute façon, qu'est-ce qui a été efficace, qu'est-ce qui n'a pas été, où est-ce qu'il faut qu'on mette l'appui, qu'est-ce qu'on a réussi à faire ou pas. Effectivement, sur la question de l'industrie, on vient d'en parler maintenant. Sur la question de la recherche, il y a eu cette AMI Covid qui a été lancée sur la recherche et les industries, qui nous amène à voir effectivement des nouveaux domaines. Et de toute façon, une feuille de route, elle évolue. Parce que ce qui était vrai, ce qu'on a construit ensemble il y a 4 ans, eh ben, on s'aperçoit qu'avec le Covid, mais aussi avec l'amélioration, avec l'évolution de la recherche, on a vu comme ça avance vite, avec des technologies industrielles différentes, avec les entreprises qui viennent s'implanter, ça se modifie. Donc, en tout cas, il y a des choses qui sont certaines, c'est qu'il y a des fondamentaux sur l'appui aux entreprises, sur la recherche, sur la santé publique. Effectivement, tu en parlais, on soutient depuis très longtemps un programme qui s'appelle iShare, très fortement sur la santé des jeunes, sur toute la question des étudiants et des jeunes. S'il y a un volet de prévention qu'on va garder, c'est bien celui-là sur les jeunes. Parce que les chiffres sont assez effrayants quand on découvre à quel point ils se soignent mal. Et à mon avis, ça ne s'est pas amélioré sur les 3 dernières années. Et alors, quand c'est les jeunes étudiants, les jeunes étudiants, oui, mais alors quand ils ne sont pas étudiants et qu'ils sont un peu partis dans la nature comme ça, ils sont décrochés. C'est encore pire. Nos étudiants décrocheurs. On a une question de Marie. Et puis on va boucler parce qu'il est 7h. Et ensuite, on va peut-être vous laisser. Oui, absolument. Marie, on vous entend et on vous voit. Marie. Non, en fait, elle veut pas. C'était pas une question. C'était pas une question. C'était pas une question? Bon, très bien. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? On va conclure. Merci à toutes et à tous. On va continuer à tisser ces ponts, ces passerelles aussi entre chercheurs, universitaires et médecins et soignants. Et puis, c'est important aussi, et puis la région évidemment, et puis le cluster, et également l'Agence de développement et d'innovation aussi dans l'Aquitaine, ADI, qui travaille aussi sur ces sujets et qui fait le lien. Donc, on organisera sûrement aussi d'autres, pas forcément webinaires, mais peut-être en physique, en espérant qu'on puisse le faire dans quelques semaines ou quelques mois. Mais en tout cas, on reste à votre disposition et ce fil aussi permet de garder le lien. Merci à toutes et à tous. Et c'est un petit message aussi que Kudos m'a demandé de faire passer, mais on organise un forum santé, nous, qui va se dérouler le 7 juillet à partir de 9h30, le forum santé à venir Sud-Ouest après le Covid et maintenant. Ah, c'est le 7 juillet. Voilà. D'accord, c'est une bonne préparation à Medipolis, Voilà. qui aura lieu en début novembre. 9 et 10 novembre. Merci à tous de votre attention et bonne soirée. Au revoir.